Pour ma part, et le temps que les diapositives arrivent, je voulais aussi remercier le professeur Pierre Cartier et l'association Courir un Flameuil qui vous a été présenté pour l'organisation de cette journée et cet après-midi qui est consacré à l'œil. Bon, il est clair, comme vous a dit Dominique, que s'intéresser à l'inflammation oculaire, c'est déjà assez difficile. Alors, s'intéresser à l'inflammation oculaire de l'enfant, c'est encore un petit peu plus difficile. Moi, j'ai des facteurs génétiques qui jouent, parce que j'ai un père pédiatre, et il est clair que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'inflammation oculaire, je me suis dit, il faut absolument aussi que je vois ce qui se passe au niveau des enfants. Et Dominique vous a très très bien montré la sémiologie, ce que nous on appelle la sémiologie de ces atteintes, très variées. Vous voyez, l'enfant a des caractéristiques qui sont complètement différentes de l'adulte. Et on ne peut pas dire que c'est un mini-adulte, en termes de beaucoup de choses, mais en tout cas pour l'inflammation oculaire c'est encore plus vrai, parce que les maladies que l'on rencontre de façon prédominante chez l'enfant ne sont pas celles qu'on rencontre chez l'adulte. Donc ça c'est un point déjà qui est extrêmement important, c'est que les enfants sont non seulement les trésors de notre société pour l'avenir, mais en plus il faut connaître leur maladie et ça n'a rien à voir ou très peu avec ce qui se passe chez l'adulte. Donc ça c'est l'introduction que je voulais faire. C'est ici. Merci beaucoup. Et puis peut-être ce qui m'a... C'est très sensible. Ça va venir. Ah non, ça c'est Pierre, je pense. Ça doit être laissé adulte. Ah non, ah non. Il apparaît pas le mien, donc, ma présentation. Je l'avais appelé. C'est le monsieur qui avait fait pour moi, mais c'est pas grave, sinon je vais le remettre. Heureusement qu'on maîtrise la technologie un petit peu. Oui, ça sur la clé. On va attendre que la clé. Alors, donc le sujet que je voulais voir avec vous en peu de temps, parce qu'on est déjà un tout petit peu en retard, c'était de vous montrer, je me suis dit, au lieu de vous parler des traitements et des choses que vous pouvez trouver dans les publications et autres, je voulais vous dire l'expérience qu'on a obtenue et accumulée durant toutes ces années, depuis que je suis chef de clinique à la Pitié, c'est-à-dire ça remonte à la fin du siècle dernier, ça commence à faire. Donc je voulais, pour moi personnellement, je trouve qu'on a beaucoup progressé. Donc, je trouvais que mettre cet exposé sous le signe de l'espoir, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait peut-être attendre d'un ophtalmologiste pour vous, patients et parents d'enfants atteints par la maladie. C'était journée de j'espère. Suspense. C'est pas si lourd, c'est pas aussi lourd que les 100 mégas. Ah non. Mais c'est pas ma clé, ça, non. C'est pas ma clé, ça. Voilà, ça y est. C'est bon. Vous voyez, j'ai fait une bonne introduction. Là, c'est le nouveau panneau. C'est du 8 que j'aime bien, c'est pas du tout ça. Voilà. Ça c'est Pierre Cartier. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Ça va bien. Donc voilà. Évolution sur les dernières années de la prise en charge des uveites de l'arthrite juvénile chez l'enfant et l'adulte, les complications possibles, le suivi, les précautions associées, notamment en cas de geste chirurgical. Ça, c'était le sujet. Alors, épidémiologiquement, Dominique vous a très très bien résumé la situation. A priori, on dit que 10 à 20% des uvéites, mais bon, surtout autour de 10% des uvéites au total sont des uvéites de l'enfant, sur l'ensemble de la population des uvéites, avec plus de la moitié, là c'est un peu ce qu'on trouve chez l'adulte, plus de la moitié qui touche le segment antérieur, et un tiers de l'ensemble des uvéites, mais ça fait quasiment effectivement 2 tiers des uvéites antérieures, sont liées à l'arthrite juvénile idiopathique. Donc vous voyez que vraiment l'arthrite juvénile pour nous, pour les uvéites antérieures, c'est l'étiologie la plus fréquente. Et ensuite,
vous avez tout ce que Dominique vous a montré, avec notamment la deuxième en termes d'incidence, mais qui nous pose beaucoup de problèmes diagnostiques, ce sont les uveites intermédiaires. Tout ce qui va toucher la pars plana, la cavité vitréenne, avec des complications au niveau de la rétine. Ça, c'est vraiment le deuxième type, mais qui est moins grave, je dirais, dans un bon nombre de cas, puisqu'on ne va pas traiter un enfant qui se plaint simplement de voir des mouches. C'est moins grave qu'un enfant qui ne se plaint pas et qui a une uvéite antérieure de l'arthrite juvénile idiopathique. Le diagnostic, comme vous l'avez vu, dans 2/3 des cas, on arrive à un diagnostic. L'incidence de la cécité, ça ce sont des chiffres qui font peur, mais heureusement, je vous rassure, on en a quand même beaucoup moins que ce que j'ai connu quand j'ai commencé mon clinica. On disait entre 5 et 10%, et surtout lié à un retard diagnostique ou thérapeutique. Et c'est la seule phrase que je dirais pour la partie adulte. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a quelques années, on pensait que l'arthrite juvénile, en tout cas le risque d'uvéite, d'arthrite juvénile, s'arrêtait au moment de l'adolescence. Et on sait aujourd'hui que ceci n'est pas vrai, c'est-à-dire on peut avoir une inflammation qui se déclare, c'est plus rare de se déclarer, mais qui se poursuit au-delà de l'adolescence, lors de l'âge adulte, voire même un petit peu plus tard, autour de la trentaine, on peut quand même encore avoir de l'inflammation. C'est pourquoi il est important de poursuivre, même si ce n'est pas le traitement, au moins la surveillance chez des adolescents qui ont eu une arthrite juvénile avec une uvéite lorsqu'ils sont adultes. Alors, le passé, pardon, il y a une bonne faute d'orthographe. Il y a 15 ans, les uvéites pédiatriques, c'était une entité bien individualisée, ça on le connaissait bien. La prise en charge était malheureusement tardive. Et quand on discutait avec Anne-Marie Prieur, que je salue ici, qui était vraiment très très impliquée, comme l'est Pierre aujourd'hui, dans la prise en charge, le suivi de ses enfants, on disait toujours, et on partait de ce principe, c'est que les uvéites, malheureusement, on arrivait à faire très tard le diagnostic parce qu'on voyait les enfants très tard. Enfin, en tout cas, il se passait quelque chose qui ne se passe plus du tout aujourd'hui de la même façon. Ces enfants sont diagnostiqués beaucoup plus tôt. Les traitements étaient peu efficaces, malgré tout, malgré la corticothérapie. C'était surtout la corticothérapie qu'on avait à notre disposition, avec beaucoup de complications et d'effets indésirables de la corticothérapie. Les chirurgies de cataracte étaient précoces. Donc les enfants développaient la cataracte tôt et on les opérait relativement tôt, avec malheureusement beaucoup de complications, surtout si on mettait en place un implant chez un jeune enfant. Et avec un risque de cécité qui était bien sûr important. Ici, je vous ai simplement montré ce qui a révolutionné en grande partie les choses. Ce n'est pas pour vous faire de l'immunologie fondamentale, mais c'était pour vous montrer qu'un certain nombre dans le réseau immunologique qui va gérer l'inflammation au niveau intraoculaire ou au niveau systémique, on a pu, par chance, ou basé sur un rationnel de modèle préclinique, on a pu montrer que certaines molécules jouaient un rôle plus important. Et moi je pense que quand même la chance a pas mal participé, mais l'une de ces molécules c'est le TNF. Donc le fait d'avoir après mis en place des stratégies thérapeutiques qui vont inhiber le TNF, et Pierre Cartier vous en parlera, bien ça nous a quand même fait un bond en avant pour en tout cas les uvéites rhumatismales de l'enfant et de l'adulte. Il y a d'autres molécules sur lesquelles on travaille, mais qui ne sont pas aussi efficaces. En tout cas, leur inhibition n'est pas aussi efficace que ce qu'on obtient avec les anti-TNF. Cette classification, elle est un peu ancienne, je suis sûr que Pierre va la trouver un peu vieillotte. Mais nous, on aime bien en ophtalmologie, parce qu'on n'est pas, vous savez, les ophtalmologistes, ils ne sont pas comme les pédiatres et les rhumatologues, ils n'ont pas le même niveau d'intelligence, entre guillemets, je veux dire, et c'est bien de pouvoir simplement focaliser, en tout cas, leurs centres d'intérêt sont parfois éloignés, et donc c'est bien de pouvoir focaliser leur attention sur ce qui nous paraît le plus important. Et ce qui nous paraît le plus important, c'est que ce sont malheureusement les formes oligo-articulaires qui sont les plus fréquentes, j'ai plus de marqueurs, qui vont être les plus à risque de survenue d'uveites chez l'enfant. Donc on est obligé, quand on a une forme oligo-articulaire, d'en tenir compte, puisque le risque d'uveites, vous voyez, est de 30%, et on a bien sûr la présence des facteurs antinucléaires qui intervient également, le facteur rhumatoïde étant en général absent. Alors que la forme polyarticulaire,
qui est moins fréquente, mais qui pose beaucoup plus de problèmes sur le plan rhumatologique, heureusement, donne moins d'uvéite, parce que l'incidence de l'uvéite est moins importante. Ce qui veut dire qu'il y a une petite justice, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas en même temps les problèmes oculaires et les problèmes articulaires, parce que bien sûr les formes oligo-articulaires ne posent pas autant de problèmes, ils en posent, mais ne posent pas autant de problèmes au niveau rhumatologique, pédiatrique, que les formes, que l'uvéite dans ces formes. Et ce qui est surtout rassurant, alors, entre guillemets, c'est que quand on a une forme systémique et une forme sévère de la maladie, eh bien là, il n'y a en général pas de risque uvéite. Donc l'enfant chez qui on diagnostique une forme systémique, a priori ne va pas développer une uvéite. Dominique vous a montré quelques photos. Je voulais simplement vous rappeler, ces 4 photos sont des photos d'enfants atteints d'arthrite juvénile. Vous voyez qu'ici, comme j'ai pas de marqueur, c'est un peu de pointeur, c'est un peu difficile. Donc je vois que c'est très sensible cet ordinateur. Donc vous voyez que en haut et à droite, je vais faire comme ça, en haut et à droite, vous avez un œil qui est blanc. Pour nous, un œil qui est très inflammatoire, c'est un œil qui est très rouge. Donc cet œil blanc, malgré tout, vous voyez que la pupille est déformée, parce qu'il y a les synéchies. Et on sait que cet œil est très inflammatoire, malgré le fait que l'enfant ne se plaint pas, et malgré le fait qu'il est blanc, c'est ce qui fait le danger, malheureusement, et le haut risque de développement de l'inflammation s'il n'y a pas un examen ophtalmologique lorsque ces enfants sont suivis au moment de la prise en charge de leur pathologie. Et vous voyez que les synéchies vont progresser, c'est-à-dire qu'ici, on n'a quasiment plus la limite visible entre l'iris et la face antérieure du cristallin. Et là-bas, la pupille ne se dilate plus parce qu'il y a une séclusion, l'iris est complètement collé sur 360 degrés au niveau du cristallin. Là, ce sont les formes les plus avancées de la maladie. Et donc, quand l'iris est complètement collé, vous avez une inflammation qui arrive à un stade évolué, avec beaucoup de complications qui peuvent être possibles. Et heureusement, et c'est là où je voulais en venir en vous parlant de l'évolution, ces photos sont des photos, heureusement, que l'on ne rencontre plus. D'accord ? Parce que dans la littérature anglo-saxonne, on a pris l'habitude aujourd'hui de beaucoup parler de dommage. Le damage, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, et ce sont des lésions qui sont malheureusement des dommages irréversibles. On est heureux de constater qu'en inflammation intraoculaire au cours de l'arthrite juvénile, et c'est ça l'espoir, on fait le dépistage beaucoup plus tôt de l'inflammation, parce que dès qu'un enfant a un diagnostic, grâce à cette collaboration qui a été mise en place avec les pédiatres, grâce à l'enseignement qui est fait, et avec Dominique, on essaye sur plusieurs podiums de faire des duos pour présenter les problèmes d'uvéite chez l'enfant et les problèmes d'uvéite antérieure, eh bien, les ophtalmologistes sont beaucoup plus sensibilisés. Ce qui fait que, dès le diagnostic articulaire, on sait que l'uvéite, dans la grande majorité des cas, arrive après le diagnostic articulaire. Donc, dès le diagnostic articulaire, les enfants sont vus en fonction du risque de survenue d'uvéite de façon plus ou moins fréquente. Par exemple, quand le risque est très élevé, ils sont vus tous les 3 mois, avant même qu'il y ait une uvéite présente. Et à partir de là, l'ophtalmologiste va voir arriver, avant qu'il y ait des adhérences, avant qu'il y ait toutes les séquelles que je vous ai montrées, voit arriver l'uvéite et donc va pouvoir soit la prendre en charge, soit l'adresser à un centre de référence. Les complications, et je pense que le docteur Mathieu Robert en reparlera, mais je voulais les lister ici. La kératite en bandelette, les synéchies dont on a parlé, la cataracte, vous voyez, c'est ce qui est blanc au milieu. Le glaucome, un grand problème aujourd'hui encore. Peut-être qu'on a fait beaucoup de progrès dans tout, sauf pour le glaucome. Là, on a encore beaucoup de choses à revoir. L'amblyopie, les atteintes postérieures inflammatoires, et puis l'hypotonie. Le glaucome avec une tension très élevée, c'est grave, mais quand la tension est très basse, ça veut dire que l'œil va aussi très mal. Alors, pourquoi on a progressé? En fait, donc le dépistage, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre, et Dominique vous en a parlé, c'est le tyndallomètre laser. Et le tyndallomètre laser, c'est vraiment l'appareil qui, dans les formes sévères, je dis bien, pas dans la forme où il y a une petite inflammation oculaire. Dans les formes sévères, c'est l'outil, le moyen diagnostique
et de suivi qui vous permet d'évaluer de façon très précise l'inflammation au niveau du segment antérieur. Ça, c'est la thèse que Raphaël Orès, une de nos internes, avait soutenue au mois d'octobre 2015. Vous voyez, j'ai choisi ce travail pour vous montrer les résultats. L'intérêt de la photométrie automatisée du Tyndall. Les facteurs de mauvais pronostic, bien sûr, on les connaît, on a vu. Le laps de temps court entre le début de l'arthrite et le premier épisode du d'uveit. L'inflammation importante initiale. Le sexe masculin, c'est entre guillemets sur certaines publications, c'est quelque chose qui sort. Et la présence de complications lors du bilan initial. Et nous, on a considéré que des valeurs qui sont élevées quand on voit les enfants au niveau du tyndallomètre laser peuvent représenter un facteur de risque, et c'est ainsi que cette thèse avait été construite, avec ici, vous voyez le tyndallomètre qui est simplement en fait un photomultiplicateur, un rayon laser qui ensuite est analysé et qui va vers un ordinateur, le signal va vers un ordinateur, c'est transformé, et on a une valeur qui est donnée en photons par milliseconde, et on sait qu'en dessous de 7 photons par milliseconde, on a la normale, et qu'au-dessus de 7 photons par milliseconde, et parfois on avait il y a quelques années jusqu'à des valeurs à 250, 300 photons par milliseconde, même chez les enfants, qu'heureusement aujourd'hui on voit moins. Eh bien, ça, c'est un appareil qui donc permet de faire des mesures non invasives. On n'injecte rien aux enfants. Les enfants qui sont très petits ou les enfants qui ont des grosses cataractes ou une kératite en bandelette, ça peut être difficile, mais dans la grande majorité des cas, ça se passe quand même assez bien. Et pour moi, dans ma population de patients atteints d'uvéite, il est obligé pour tout enfant qui vient avec une uvéite, que ce soit la première fois ou au cours du suivi, il est obligé qu'il y ait une mesure du tyndallomètre laser, surtout s'il s'agit d'une arthrite juvénile. Donc on a défini 2 groupes d'enfants par hypothèse initiale pour prédire l'évolution sur le long terme en fonction du pourcentage de la décroissance des valeurs du Tyndall 1 mois après intensification thérapeutique. Ces 2 groupes, donc on a fait un examen initial, on a alors l'enfant arrive à la consultation, on fait le flair initial, donc la mesure initiale, on met le traitement qui nous paraît le traitement le plus efficace, le plus agressif, adapté à son état, que ce soit par goutte ou sur le plan systémique. Et on va revoir l'enfant au bout d'1 mois et on va refaire la mesure du flair. Et on a défini une baisse de 50%, ça le mettait dans le groupe 1, donc ça veut dire que c'était un bon répondeur, il y avait encore une bonne récupération du flair, alors que si la baisse était inférieure à 50%, c'était plutôt un enfant qui gardait des séquelles avec un flair qui était élevé, mais plutôt par séquelles que par une inflammation évolutive. Et on a fait l'examen à plusieurs mois, on est allé donc sur du long terme, hein, plusieurs mois, plusieurs années, pour voir qu'est-ce que ces enfants des 2 groupes développaient comme complications. Alors les critères d'évaluation, c'était prévalence des complications dans chaque groupe à 5 ans et à la fin du suivi, comme je vous le disais, et puis il y avait des critères de jugement secondaire. 54 enfants, 98 yeux, il y avait 87 yeux qui ont été donc gardés pour l'analyse finale. Vous voyez que dans le groupe 1, c'était 54 yeux a priori d'enfants qui répondaient bien, et dans le groupe 2, 33 qui répondaient moins bien, où le flair ne diminuait pas assez. Vous voyez qu'on avait 37, toujours les oligoarticulaires sont plus fréquentes que les formes polyarticulaires, et il y a quand même 9 ou 10 enfants qui avaient des uvéites sans arthrite. Donc on dit aussi que c'est possible d'avoir des formes d'uvéites qui ressemblent aux uvéites de l'arthrite juvénile, mais sans arthrite associée. Les caractéristiques initiales que je ne vais pas détailler, que je vous avais déjà vu un petit peu sur le graphe précédent. Et puis, ici, les caractéristiques finales par groupe. Vous voyez que, pour résumer le tableau, de façon significative, les enfants qui avaient une réponse flair vont développer plus de complications au cours de l'évolution de la maladie que les enfants qui récupèrent bien, une fois qu'on a mis en place le traitement approprié, avec beaucoup moins de complications. Et un des paramètres qui rentre bien sûr en ligne de compte, c'est la durée, malheureusement, d'évolution. On sait que plus l'uvéite a évolué avant qu'on voit l'enfant et qu'on le traite correctement, plus les séquelles sont là et moins le flair va diminuer. Et donc plus on va avoir besoin de corticothérapie et donc il y aura plus de complications potentielles.
les enfants avec une baisse de la valeur donc du flair initial supérieure à 50%, un mois après intensification, c'est un peu ce que je vous disais, développent moins de complications, gardent une meilleure acuité visuelle et nécessitent moins de traitements immunosuppresseurs. Large cohorte de patients avec un suivi donc en moyenne de presque 10 ans. Les complications dans le groupe 2 versus le groupe 1, c'était surtout la chirurgie de la cataracte. Vous voyez, 82% dans le groupe 2, 57% dans le groupe 1. Le glaucome, 76% dans le groupe 2 et 48% dans le groupe 1. Et les atteintes du nerf optique, 18% dans le groupe 2, 4% dans le groupe 1. Et pour l'acuité visuelle, c'est un petit peu, vous voyez, pareil. À 10 ans, 72% des enfants dans le groupe 1 avaient une acuité supérieure à 7 dixièmes et malheureusement que 18% à 10 ans avaient une acuité visuelle supérieure à 7 dixièmes. Et les traitements immunosuppresseurs, on avait beaucoup plus besoin de traitements immunosuppresseurs et d'agents biologiques dans le groupe 2 par rapport au groupe 1. L'association des hautes valeurs de flair et les complications a déjà été rapportée par d'autres équipes, donc nous ne sommes pas les seuls à le démontrer. Donc d'autres ont montré aussi que c'était un phénomène important à considérer et qu'il y avait une mauvaise corrélation entre le tyndale de chambre antérieure que l'on va évaluer à la lampe à fente et le taux de complications. C'est pour ça qu'on se base sur le tyndalomètre laser lorsqu'on veut suivre des enfants qui ont des formes sévères ou préoccupantes de la maladie. Voilà les taux de complications, hein, que ce soit la littérature ou notre série. On se retrouve un tout petit peu dans les chiffres de la littérature, en taux de mauvaise acuité visuelle et en taux de complications, bien sûr, dans le groupe qui est le plus sévèrement touché. Sur les traitements, là aussi, hein, je vous disais, on a plus d'immunosuppresseurs prescrits dans le deuxième groupe que dans le premier groupe. Le méthotrexate, pour nous, est le traitement aujourd'hui immunosuppresseur le plus prescrit, en tout cas de base, en première ligne. Et l'efficacité est connue pour le méthotrexate dans cette indication d'uvéite associée à l'arthrite juvénile idiopathique. Bien sûr, alors, au cours du temps, on a vu apparaître les autres molécules, parce que cette thèse a porté sur des enfants qu'on avait inclus même avant l'arrivée des anti-TNF. Donc les anti-TNF ont vraiment bouleversé beaucoup notre démarche thérapeutique et les résultats ont été exceptionnels. Alors, certainement les anti-TNF ont des limites, mais je pense que c'est vraiment un des progrès, on en discutera peut-être, un des progrès de ces dernières années qui explique aussi les meilleurs résultats, la fréquence moins importante des complications chez les enfants traités. Donc, en conclusion, sur cette partie que je voulais partager avec vous d'une thèse récente, la nécessité de déterminer précocement les facteurs de risque de complications pour que la thérapeutique soit la plus adaptée possible, les baisses de valeur de photométrie automatisée de tyndale à un mois après intensification thérapeutique peuvent être déjà un bon facteur pronostic prédictif de complications à long terme. La thérapeutique intensive seule ne permet pas toujours, malheureusement, de prévenir les complications oculaires. Et donc, l'objectif thérapeutique est de minimiser la valeur de photométrie automatisée du tyndale rapidement après le diagnostic, ce qui permet de restaurer la barrière hémato-aqueuse. Le flair est élevé parce que la barrière est rompue par l'inflammation. Donc, restaurer cette barrière est important et réduire les complications à long terme. Le deuxième facteur qui me paraît important dans le meilleur, je dirais, devenir des enfants qui ont une uvéite à l'arthrite juvénile, c'est une publication qu'on a faite sur des conclusions et des constatations obtenues en 2009. Donc on était les premiers à montrer que les enfants qui ont une uvéite d'arthrite juvénile, comme vous a dit Dominique, ce sont des uvéites antérieures. Ces enfants, dans les formes, même je dirais dans 80% des cas, peuvent avoir des anomalies au niveau postérieur, notamment maculaire. Et ici, vous avez une photo d'OCT, un autre examen non invasif, qui vous montre un œdème maculaire assez important chez un enfant qui a par ailleurs une uvéite antérieure d'arthrite juvénile. Et cet aspect était complètement
occultés auparavant, parce qu'il fallait faire des angiographies, qui sont des examens lourds, invasifs, et donc on ne regardait pas la macula de ces enfants, alors qu'il y avait des causes, des inflammations au niveau de cette macula, causes et responsables de baisse d'acuité visuelle. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand on examinait un enfant avant l'OCT qui avait une baisse d'acuité visuelle et donc chez qui on n'avait pas accès au fond d'œil? Eh bien, il était possible, vous avez vu les segments antérieurs de ces cas sévères, hein. Dominique vous a montré, je vous ai montré quelques photos, on a l'impression que le cristallin n'est pas tout à fait clair. Donc certains de ces enfants, la conclusion finale de l'examen, c'était la vue est basse, l'enfant est traité, relativement traité, on pense que la cataracte joue un rôle. Donc on opérait les enfants de la cataracte en essayant de leur donner une meilleure acuité visuelle, mais c'était un raisonnement erroné. Puisque aujourd'hui, avant de faire ce geste, d'abord on a des traitements, je vous ai dit, qui sont beaucoup plus efficaces, mais avant de faire ce geste, on vérifie toujours l'OCT pour voir comment est le moteur de l'œil, comment est la rétine, avant de s'attaquer à la chirurgie de la cataracte. Et résultat des courses, c'est que les enfants, au lieu de les opérer autour de 5-6 ans, on les opère maintenant autour de 10-12 ans, voire même pas du tout. Et ça, c'est le progrès. C'est là où on a fait énormément de progrès, parce qu'on a évité aux enfants de leur enlever leur cristallin. Alors, soit on les enlevait les cristallins, et c'était bilatéral, ou alors unilatéral, on leur mettait des lentilles de contact, mais avec la kératite en bandelette, vous voyez comment c'était difficile de garder la lentille, et ça allait vers l'amblyopie. Soit c'était bilatéral, et on ne leur mettait pas d'implant, donc ils avaient des verres avec des épaisseurs extrêmement importantes. Soit on mettait un implant dans l'œil, et si on mettait un implant dans l'œil, on sait aujourd'hui que mettre un implant dans l'œil chez un enfant jeune, eh bien, ça vous donne beaucoup de réactions inflammatoires. Et vous êtes obligé d'utiliser des traitements corticoïdes, immunosuppresseurs à forte dose pour que l'implant soit toléré au niveau de l'œil. Donc vous voyez, des bons traitements, un diagnostic plus précoce, un flair qui vous permet de surveiller les enfants de façon plus précise, et un OCT qui vous montre qu'il n'y a pas d'œdème maculaire, ou alors s'il y a un œdème maculaire avec baisse de la vision, que l'enfant est sous méthotrexate, eh bien on va lui proposer un anti-TNF qui va nettoyer l'œdème maculaire et l'acuité de l'enfant va remonter, sans qu'on ait besoin d'aller enlever son cristallin qui n'était pas si opaque que cela. Pour terminer, donc, le traitement, pour vous dire, voilà ce qu'on observait à l'époque quand j'étais chef de clinique, c'est-à-dire un syndrome de Cushing extrêmement important, des enfants qui avaient une prise de corticoïdes qui se faisait pas très bien, malgré le fait qu'ils étaient suivis par nos collègues pédiatres qui leur donnaient tous les conseils en termes de prise de sucre, de sel. On sait même que le sucre est plus important, hein, plus problématique. Malgré tout, la corticothérapie par voie générale avait beaucoup d'effets indésirables. Et heureusement, on peut dire aujourd'hui que ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins réglé dans la quasi grande majorité des cas, puisqu'on a accès à d'autres molécules. Le traitement pour nous, c'est bien sûr local d'abord, mais là aussi, très vite, il faut que l'ophtalmologiste puisse décider est-ce que ce traitement local est suffisant ou est-ce qu'il faut envoyer l'enfant en pédiatrie pour qu'on mette en place d'autres lignes de traitement, notamment systémiques, avec le méthotrexate en premier et ensuite les agents biologiques. Et c'est comme ça que l'on fonctionne maintenant. Donc vous voyez, je vous ai mis quelques agents biologiques et puis je vous ai mis le veau d'or ou le gold standard pour vous dire que malheureusement aujourd'hui, on ne sait pas encore, même si on a des arguments pour les anti-TNF, on ne sait pas encore ce qu'il y a de plus efficace et ce qui aura le moins d'effets indésirables au long cours dans ces indications. Donc voilà, corticothérapie topique, le méthotrexate et ensuite éventuellement les agents anti-TNF. Ici, une très belle étude de 2011 pour montrer ce qu'on me pose souvent la question. Le méthotrexate, on met en place ce traitement, mais on ne va pas l'arrêter au bout de 6 mois. C'est un traitement qui doit d'abord contrôler l'inflammation oculaire, d'accord ? Et au bout de plusieurs mois, quand on n'a pas de rechute, c'est ce que démontre cet article, c'est là où on peut arrêter le méthotrexate sans avoir de récidive. Sinon, il suffit d'arrêter le méthotrexate et on peut retourner à la case départ. Les anti-TNF, donc on en a déjà un petit peu parlé, pour dire qu'on a une petite différence entre rhumatologue, pédiatre et ophtalmologiste.
L'étanercept est une molécule qui marche bien sur les articulations, mais que nous, ophtalmologistes, nous n'apprécions pas. Donc, à partir du moment où un enfant a des uveites sous étanercept, on encourage vivement nos collègues pédiatres de changer de molécule et de proposer plutôt les anticorps que les analogues de récepteurs, donc les anticorps qui sont d'autres molécules. Voilà, je pense que j'arrive à la fin pour vous montrer quelques cas maintenant de cataracte opérée quand on le fait dans de bonnes conditions. Quand on ne fait pas cette opération trop tôt, qu'on attend et que l'inflammation est bien contrôlée et que l'enfant est plus grand, on peut à ce moment-là mettre en place dans l'œil un implant. Donc cette controverse n'existe quasiment plus. Et à partir du moment où vous mettez un implant dans l'œil, vous avez une récupération, une réhabilitation qui peut être beaucoup plus rapide. Là, je vous ai montré l'exemple d'un enfant qui écrivait sa dictée, là vous voyez, juste avant l'opération, et là c'est 1 mois après l'opération. Je pense que c'est assez significatif pour montrer qu'un implant qu'on va poser dans l'œil est quand même le moyen le plus rapide de réhabilitation, mais attention, cet implant, il faut encore qu'il le tolère au long cours. Donc il faut préparer à l'opération et ensuite il faut surveiller, parce que s'il y a une réaction inflammatoire et chez l'enfant c'est beaucoup plus fréquent, eh bien à ce moment-là il faut réagir avec des traitements pour que l'implant puisse rester en bonne position et que l'acuité visuelle puisse être conservée. Le glaucome, je vous disais, ça reste notre gros souci, c'est notre croix. Et on se bat encore, je veux dire, il y a encore peut-être un combat qu'il faut gagner, c'est celui-là. C'est que le glaucome qui est lié à la maladie, on n'y peut rien, malheureusement. On peut contrôler l'inflammation, ça on peut le faire. Par contre, le glaucome qui est lié à l'effet indésirable de la corticothérapie locale, en gouttes, qui est donnée de façon peut-être un peu en surtraitement, en surdosage, ça on y peut quelque chose. Et c'est là où on a encore de l'éducation auprès de nos collègues ophtalmologistes généralistes à faire pour ne pas continuer à donner des gouttes de corticoïdes. Si on voit que l'inflammation est trop sévère, il vaut mieux passer par la voie systémique pour éviter les glaucomes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les rares enfants que je vois qui perdent la vue sur arthrite juvénile ne sont pas liés, enfin, en tout cas la perte de la vision n'est pas liée à l'inflammation, c'est lié à ce fameux glaucome contre lequel on essaye tous de se mobiliser et de se battre pour que ces enfants n'aient pas les complications dramatiques. Parce qu'une fois que le glaucome est parti, c'est très difficile de contrôler la pression, même si on a des collyres, on a des très bons collyres, on a des chirurgies qu'on peut proposer, mais c'est quand même très difficile. Il vaut mieux l'éviter et prévenir l'apparition de ce glaucome. Vous voyez ici un cas où la cataracte a été opérée et on a été obligé même, en haut vous voyez la valve de drainage qui pointe au niveau de l'œil parce que les premières chirurgies n'ont pas pu être couronnées de succès. En conclusion, donc, je dirais progrès majeur dans la prise en charge médico-chirurgicale des enfants atteints d'uvéite sur arthrite juvénile. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Les uvéites rhumatismales sont malheureusement les plus fréquentes chez l'enfant, ça c'est tout à fait vrai. Il y a des formes qui sont plus difficiles que d'autres, je ne suis pas rentré dans le détail. Le diagnostic plus précoce et le traitement efficace sont très probablement les meilleurs garants de peu de complications et d'une bonne acuité visuelle au final, après plusieurs années, chez des enfants qui vont grandir, qui vont vivre normalement et qui ne vont pas avoir de handicap visuel associé. Donc c'est la victoire aussi des agents biologiques. Les effets indésirables ont été franchement limités et donc on a ce meilleur pronostic visuel final. Je vous ai mis le Graal à côté pour vous dire que malheureusement c'est comme le Graal, il n'est pas atteignable, mais on s'en est quand même beaucoup approché. Et je suis très heureux de faire cet exposé aujourd'hui, en 2016, comparé au dernier que j'ai fait et qui remonte l'histoire de courir à l'information, mais c'était dans les années 2000 et où on était vraiment désemparé parce qu'on avait beaucoup moins de médicaments à notre disposition, médicaments efficaces à notre disposition et beaucoup plus de complications chez les enfants. Donc je suis vraiment rassuré avec ce message d'espoir que je vous donne,
quand le diagnostic est fait rapidement, on a les moyens de contrôler l'inflammation au long cours pour que les enfants grandissent. Et je suis heureux d'en voir quelques-uns dans la salle aujourd'hui et qui nous donnent le courage de poursuivre. Donc c'est émouvant pour moi aussi de les voir ici. Je voulais remercier bien sûr Pierre Cartier, le Centre Maladies Rares, les collègues de la Pitié qui voient les enfants et qui nous aident à faire cette prise en charge globalement. Mais aussi, voilà, j'ai dit Anne-Marie Prieur, c'est la personne qui, moi en tout cas, m'a fait prendre conscience que c'était une pathologie grave, importante, et Fouque Laurent, qui bien sûr est notre chef de service, et qui là aussi m'a montré les premiers cas d'uveites sur arthrite juvénile. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, docteur Rodagui, Alicia qui a été opérée en tant qu'enfant et qui porte un implant, maintenant qu'elle entre dans l'âge adulte, cet implant en fait va rester toujours en bon état comme il est? Ah ben j'espère. Hein. Je veux dire que maintenant qu'elle a son implant et qu'elle rentre dans l'âge adulte, comme vous dites, le pire est un peu passé. Donc je suis plutôt optimiste. Je pense qu'elle va le garder. Il faut toujours surveiller, il faut toujours continuer à la voir. Mais je pense qu'on a passé un cap difficile et que voilà, elle fait partie peut-être des premières qui en ont bénéficié et qui ont pu, parce qu'elle était, bon, les filles c'est toujours un tout petit peu mieux que les garçons, hein, elles suivent un peu mieux les conseils, même si on a parfois une adolescence un tout petit peu difficile aussi pour les filles. Mais comme toutes ces étapes sont passées, moi je suis confiant. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Rodagui, dans vos groupes et au niveau des statistiques, est-ce que les uvéites étaient juste sur un œil ou pouvaient être aussi sur les deux yeux? Ça pouvait être sur les deux yeux, mais on a toujours essayé de prendre l'œil qui était le plus touché, comme on fait dans les études. Donc on va inclure l'œil qui a le flair le plus élevé. Et est-ce qu'il y a déjà eu des statistiques concernant justement un œil qui n'aurait jamais été touché? Et est-ce qu'on peut voir ce genre de choses? Est-ce qu'un œil qui n'a jamais été touché pendant 8 ans peut à un moment être touché? Alors ça, ni Dominique ni moi avons insisté sur ce point. On dit classiquement, pour l'arthrite juvénile, que si un œil est touché, et uniquement un œil est touché pendant plus d'1 an, donc ça veut dire que l'autre n'a pas été touché, il ne le saura pas. C'est ce qu'on dit. Et c'est vrai que dans mon expérience, ça s'est souvent révélé vrai. Mais ce sont dans les uvéites de l'arthrite juvénile. Et deuxième question, par rapport aux anti-TNF, avec les résultats qui ont l'air quand même d'être très bons, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir remplacer le méthotrexate ou il sera toujours en complément? Voilà, je crois que Pierre répondra mieux que moi. En général, on aime bien laisser une petite dose de méthotrexate, avec des doses qui sont plus faibles que sans anti-TNF, pour éviter la production d'anticorps contre l'anti-TNF, qui rendrait son effet a priori nul ou moindre. Mais bon, je pense que tout ça, ça va changer. Je ne suis pas le mieux qualifié pour discuter ça. Peut-être Pierre, tu veux, pendant ton exposé, comment on fait ces associations et pendant combien de temps ça va encore durer? Peut-être avec d'autres générations d'anti-TNF, on arrêtera. Mais... On a de fait des enfants qui, pour des problèmes de tolérance, ne peuvent absolument plus prendre le méthotrexate et ont l'anticorps anti-TNF seul. Mais je suis d'accord avec Stéphane Baran, c'est une situation qui n'est pas parfaitement satisfaisante à cause du surrisque que ça crée, mais ce surrisque est peut-être modéré d'avoir des anticorps contre le médicament, contre l'infliximab ou l'adalimumab, et une perte d'efficacité du biomédicament. Et puis il y a quand même une question de coût, et on manque encore aujourd'hui un peu de recul pour la société en termes d'impact médico-économique. Donc je vous montrerai des premiers résultats encourageants dans les études des anticorps anti-TNF dans l'uvéite de l'arthrite juvénile idiopathique, mais après ce qui nous sera demandé pour modifier profondément notre attitude thérapeutique, c'est-à-dire pour se dire que l'anti-TNF prend la place du méthotrexate, c'est de se dire que non seulement il marche mieux,
mais que il est vraiment nécessaire chez une proportion de patients telle que la société fera in fine une économie quand on comparera les conséquences d'une vie qui aurait évolué un peu plus versus un traitement plus cher mais plus précoce. Donc on a encore un peu de travail pour obtenir cela. Sinon, sur le fond, je suis d'accord que on est souvent effrayé des risques de traitements plus récents, mais ces traitements plus récents, d'un autre côté, sont mieux surveillés et mieux étudiés que les anciens. Il faut bien connaître que le méthotrexate, qui reste un bon traitement, on manque cruellement de très bonnes données de registre chez l'enfant sur méthotrexate, alors qu'on s'astreint à faire ça un peu plus pour les traitements plus récents. Et donc il est difficile de faire des comparaisons en termes d'inconvénients et de risques de l'un et l'autre traitement. Oui. Dans une de vos slides, vous marquez qu'effectivement il y a un mauvais pronostic pour les enfants dont l'uvéite intervient en fait 6 mois ou un petit peu avant le diagnostic de la GI en fait. Qu'est-ce que vous entendez par mauvais pronostic? C'est plus des considérations, je dirais, statistiques et ce qu'on voit dans la littérature, mais une uvéite qui apparaît juste avant l'arthrite ou juste après le diagnostic de l'arthrite, si elle est prise en charge correctement avec ce que je vous ai dit, ça sera comme une uvéite prise en charge qui surviendrait plusieurs mois ou plusieurs années après l'arthrite. Le tout, c'est qu'à la base, vous pouvez avoir un risque supplémentaire que vous allez annuler si vous faites un bon diagnostic de dépistage, un bon traitement, utilisant tout ce qu'il faut. Là, vous remettez le curseur à zéro. Donc c'est seulement quand on ne fait pas le bon suivi, le bon diagnostic, le bon traitement, que d'autres paramètres étant égaux par ailleurs, vous allez vous retrouver avec un risque supplémentaire. Mais sinon, vous avez un risque qui est pareil qu'une uvéite classique. Et comment être sûr en tant que parent qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait justement pour avoir le bon diagnostic? C'est-à-dire que par exemple, moi la mesure du flair, je ne suis pas sûre que ma fille l'ait faite, pourtant on a fait le fond de l'œil, le tyndal, etc. Mais en général, les parents courir font toujours bien les choses. J'ai jamais vu des parents de l'association courir ne pas bien faire les choses. Et le flair, je vous ai dit encore une fois, il n'est pas disponible partout, c'est quand même un appareil qui est cher. Et je vous ai dit, il est plutôt réservé aux formes qui posent problème et qui sont sévères. C'est bien de l'avoir partout, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, il y en a un peu plus dans toutes les régions. Pierre sait qu'on avait, quand on voulait lancer Adjuvit, on avait fait un sondage. Bon, on en a quand même trouvé dans plusieurs CHU. Mais tous les enfants qui ont une uvéite modérée d'arthrite juvénile n'ont pas besoin forcément d'avoir de flair. C'est quand les choses se compliquent que là, à mon avis, il faut avoir au moins un flair 2 fois par an ou 1 fois par an.